situation. Et je pense qu'il faut faire une évaluation de terrain pour réellement identifier les vrais problèmes qui sont, je pense, ailleurs. Et n'oubliez jamais qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle le malade et qui ne transmet pas forcément les vraies informations. C'est son appréciation à lui. Et donc, le jugement d'appréciation, c'est important. Ça nous mène à la problématique de l'intelligence artificielle, où le gros du problème, c'est le jugement d'appréciation de celui qui l'utilise. Il faut que la machine reste l'esclave de l'homme et non l'homme l'esclave de ce que donne la machine. Et donc, à partir de là, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le monde de la pédagogie, et on a tous subi 3 types d'exercices. Le premier, c'est celui de la formation. Quand on nous apprend, on a affaire à des gens forcément plus formés que nous. Et puis, il y a des gens avec lesquels on passe des examens, c'est la concurrence qui c'est le premier. Enfin, l'exercice le plus difficile, c'est quand on transmet. C'est là où il faut s'adapter, et c'est là où on apprend le plus, parce qu'on essaie de comprendre comment les autres comprennent ce qu'on essaie de leur apprendre. Et puis, en venant vous parler du reflux gastro-œsophagien, il est toujours bon de donner quelques éléments de définition. C'est que le reflux gastro-œsophagien, vous le savez tous, ça correspond au passage d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage. Vous voyez, c'est ici bien représenté. Et le principal acteur dans l'affaire, c'est ce sphincter inférieur de l'œsophage qui constitue un des éléments, des composants de la jonction œsogastrique. Alors, au-delà de la définition, c'est un symptôme particulièrement fréquent. Le pyrosis que vous connaissez tous. C'est un vrai problème de santé publique en raison de la prévalence très élevée. Près de la moitié de la population d'un pays fera un épisode de reflux occasionnel, l'Eid, Kharjat le week-end et tout ce qui suit. Donc, c'est quelque chose de tout à fait classique d'en face de temps en temps un pyrosis. Et puis, le quart de la population, jusqu'au quart de la population, dans certaines études, comme les États-Unis, feront un épisode par semaine. Et enfin, 10% feront un épisode journalier. C'est à peu près 4 millions de la population algérienne, par exemple. Donc, ça vous illustre parfaitement, puisque vous êtes pharmacien, le marché des médicaments utilisant le reflux. À leur tête, les IPP, mais aussi les anti-H2. Je ne suis pas venu aujourd'hui vous dire que les anti-H2, c'est mieux que les IPP. C'est positionner les anti-H2 parmi l'arsenal thérapeutique utilisé dans le traitement du reflux. Et donc 10%, c'est 4 millions. Si vous avez des consommateurs chroniques, ça vous explique le marché des 20 millions que vous avez à peu de boîtes qui a à travers le territoire national. Et il est question de créer des alternatives et non pas appliquer des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Et donc positionner aujourd'hui les anti-H2, parmi lesquels la famotidine qui sont présents dans vos rayons, c'est un exercice intéressant. N'oubliez jamais que malgré le fait qu'il y ait les IPP, il y a toujours une logique de susceptibilité individuelle, de réponse spécifique au traitement, patient par patient, et c'est là où tout le monde a un petit rôle à jouer. Alors vous voyez que aux États-Unis, sur près de 71 000 Américains, c'est une étude réalisée en 2020, eh ben, 2 patients sur 5, 2 individus sur 5 ont eu au moins un épisode de reflux. 1 sur 3 avait un reflux dans la semaine qui a précédé l'étude, dans la semaine qui a suivi, qui a précédé l'étude. Et enfin, 1 sur 2 Américains a un reflux gastro-œsophagique dans sa vie, parfois récurrent. Cela illustre la fréquence de la situation, et c'est quelque chose qui peut, dans certains cas, considérablement altérer la qualité de vie et parfois aussi du sommeil. N'oubliez pas que c'est un symptôme qui est nocturne et qui peut réveiller le patient en pleine nuit. Pas plus tard qu'hier, il y a un ami qui me téléphone. J'ai fait une brûlure thoracique intense le soir avec une régurgitation acide, ça m'a réveillé en pleine nuit et j'ai même fait une infection bronchique quelques jours après. Il tousse, il crache, il a fait donc une pneumopathie de déglutition. Alors il a en plus un surpoids, il dort mal, il a un syndrome d'apnée du sommeil, je pense que tout le monde entend parler, c'est ces renflements nocturnes avec les étouffements nocturnes. Il est tout à fait logique qu'il ait fait probablement une pneumopathie de déglutition due au reflux. Donc le reflux, c'est un symptôme bénin dans 90% des cas, mais attention, parfois ça peut donner quelques complications. Et là, je parle en même temps du surpoids qui est un des facteurs favorisant ce reflux gastro-œsophagique. Alors pour comprendre un peu les mécanismes du reflux, eh ben, vous devez zoomer sur les éléments présents. Vous avez l'œsophage, l'estomac, cette jonction œsogastrique, et puis le contenu qui est le plus souvent acide, mais qui peut être non acide. Alors quand ce contenu, donc ce reflux au niveau de l'œsophage, ça explique tout ce qui se passe, ça va brûler l'œsophage, et vous voyez que les acteurs finalement, c'est le cerveau, c'est le liquide, et c'est la jonction œsogastrique. Donc l'anomalie la plus impliquée, c'est une faillite, c'est la relaxation transitoire
du sphincter inférieur de l'œsophage. Il ne se ferme pas correctement. Et donc, en plus, cela peut être favorisé par les graisses, les hydrates de carbone, le surpoids. Et donc, finalement, ça peut amener donc, à une régurgitation de quantité importante du contenu du stomac et le cerveau va le traduire en douleur. Donc, finalement, les principaux acteurs, c'est le cerveau, c'est le contenu gastrique, c'est-à-dire le contenu acide, et le sphincter inférieur de l'œsophage. Je vais vous dire que bon, il y a des reflux physiologiques, c'est tout le monde, qui ne sont pas ressentis par l'organisme, mais chez certains, et c'est un des mécanismes du reflux, il y a ce qu'on appelle le principe de l'hypersensibilité viscérale. C'est la perception de stimuli par le cerveau, de stimuli tout à fait normaux. Et donc, c'est certains sujets où la quantification du reflux ne montre pas donc des reflux durables, mais qui sont ressentis comme douloureux par certains individus. Ça s'appelle de l'hypersensibilité viscérale. Ils ressentent des reflux physiologiques comme étant douloureux. C'est des sujets stressés, anxieux, et c'est une catégorie particulière de la population. Alors, voilà un peu, c'est une photo qui illustre parfaitement la problématique du reflux. Donc, c'est cette douleur, c'est ce brûlure rétrosternale, mais vous êtes sûr que c'est un reflux quand il y a ce reflux acide au niveau de la gorge, au niveau de donc quand il signale la présence de régurgitation acide plus la douleur, ça permet de signer le reflux. Et finalement, c'est une approche qui est purement clinique. Vous travaillez tous en pharmacie, bien vous êtes médecin. Est-ce qu'il s'est passé un jour où il y avait un jour ou bien une fois par semaine ou régulièrement où il y a quelqu'un qui est venu se plaindre d'une brûlure avec régurgitation acide? Est-ce que vous avez quelque chose à me donner pour me soulager? Et donc vous allez courir, vous savez ce qu'il faut donner. Mais ce n'est probablement pas la seule chose à faire, on les verra un peu plus tard. Et donc c'est aggravé, hein, c'était le reflux le plus souvent nocturne. Donc ça s'appelle, c'est aggravé par ce qu'on appelle la posture. La majorité de reflux se produisent la nuit, ils sont ressentis le jour. Quand on s'incline aussi, quand on va par exemple mettre sa chaussure, hein, donc ça peut faire mal. Et voilà un peu une situation qui illustre, quand on fait ses lacets, parfois ça peut provoquer le reflux. Ça s'appelle le syndrome de posture. Donc finalement c'est une brûlure rétrosternale qui s'accompagne de régurgitation acide et qui est déclenchée par la posture penchée en avant. C'est ça la sémiologie et vous avez parfaitement votre diagnostic déjà à l'étape clinique et le médecin peut, sans recourir à des investigations, prendre la décision de traiter son malade. Mieux encore, vous pouvez conseiller votre malade en pharmacie. Dès qu'il vient, il a mal et il décrit qu'il a passé une mauvaise nuit. Vous pouvez faire la suite donc de la prescription et c'est parmi votre rôle. Alors, et puis, c'est souvent aggravé par les excès de sucre, de graisse, le tabac, le surpoids, ce qui explique que durant les périodes de l'Aïd, le ramadan, le soir, quand il y a finalement beaucoup de sucre, ou bien que quand les gens prennent des repas copieux, il est tout à fait normal qu'il y ait une exagération, une majoration de la prévalence du reflux parmi la population. Alors, c'est quoi finalement le circuit du malade? Donc, il y a le premier, c'est qu'il fait son pyrosis, il y a la pharmacie de Talhay, et donc il va chez son pharmacien, bon, il le voit, il lui décrit, et finalement il peut lui faire des propositions, il peut le soulager, il va lui donner peut-être un anti-H2, peut-être un IPP, mais ce qui est certain, c'est que c'est un circuit tout à fait classique. Parfois, le malade voit un peu la pharmacie, il a un pyrosis, il est occupé, il est stressé, il a du boulot. Un jour, il va se décider, il arrivera à la porte de votre pharmacie, et vous allez normalement lui conseiller ce qu'il faut faire. Et puis, vous, évidemment, vous allez le soulager et l'envoyer chez le médecin. Mais parfois, il peut être soulagé de ne pas aller chez le médecin. Okay. Le deuxième circuit possible, non, il va chez le médecin, et c'est le médecin qui va prescrire, et vous allez finalement exécuter l'ordonnance. Dans les deux cas, il y a un rôle à jouer. J'ai entendu la discussion de tout à l'heure, finalement, le malade, parfois, ne sait pas ce qu'il prend. Et souvent, si vous ouvrez le petit sac là, secret, vous allez souvent trouver les mêmes médicaments pris sous forme de plusieurs génériques, et ça explique les problèmes des interactions médicamenteuses. Je ne vais pas vous citer son nom, mais une personnalité célèbre qui prenait le même ARA2, avec c'était le même ARA2 associé à un diurétique thiazidique, et on l'a admise il y a quelque temps pour hypercalcémie majeure parce qu'elle prenait le même ARA2 2 fois par jour, en plus de l'hydrochlorothiazide, donc c'était une bithérapie, et elle ne savait pas qu'elle était en train de majorer les doses parce que les médicaments lui paraissaient différents. Donc quand vous prescrivez des ordonnances ou surtout chez des patients qui prennent des traitements au long cours, vérifiez toujours ce qu'il y a dans le sac parce que le malade peut prendre le même médicament plusieurs fois sans s'en rendre compte et ça peut générer des effets secondaires. Ça veut dire qu'on ne gagne pas en efficacité, mais c'est susceptible de générer des effets secondaires et là, c'est un des rôles majeurs à jouer.
Donc, en pleine, on a abordé le sujet tout à l'heure, en pleine interaction médicamenteuse, avec une mauvaise compréhension de la maladie, donc on se retrouve en train de poser des problèmes supplémentaires aux malades sans véritablement régler le problème de fond. Donc finalement, il y a du travail pour tout le monde, il y a un rôle à jouer pour tout le monde et prendre du temps avec les malades qui ont des ordonnances de plus de 6, 7, 8 médicaments pour leur expliquer comment les prendre et pour vérifier les interactions médicamenteuses, c'est extrêmement important. D'autant plus que le médecin n'a pas le temps de parler de tout ça. C'est-à-dire quand il fait, vous voyez, une consultation de 20 minutes, il va interroger, examiner, expliquer, et l'ordonnance, c'est 2 minutes, 5 minutes. Il l'a déjà en tête. Et donc forcément, il n'a pas parfois, il n'a pas le réflexe, et parfois, il n'a pas le temps de tout expliquer, surtout la partie de la prise médicamenteuse. Ça, c'est un rôle important à jouer. Je pense qu'on est complémentaires et que chacun qui a du travail pour tout le monde. Et le but des efforts, c'est de coordonner les efforts pour arriver à une optimisation de la qualité de prise en charge des malades. Alors, quand il arrive, attention, quand il se plaint de pyrosis et de régurgitation acide, il y a des situations où il faut systématiquement le confier à un médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une endoscopie à réaliser, voire même d'autres explorations. Quand il a plus de 50 ans, quand il a du mal à avaler, quand il fait des vomissements répétés, quand il a un mauvais état général, et surtout quand il est pâle, hein, il a une anémie, et il est pâle, ça peut sous-tendre être l'expression d'une anémie. Donc là, ça s'appelle des signes d'alarme. Les signes d'alarme doivent nous amener à rapidement consulter pour pouvoir lancer l'ensemble des investigations permettant d'éclaircir les choses. Et surtout mais aussi en cas de résistance au traitement. Donc, finalement, quand le malade arrive avec sa brûlure, ses régurgitations, il y a des signes qui, stop, attention, il y a possibilité d'une maladie grave là-dessous. Et donc, quand il y a tous ces signes-là, il faut consulter. Pourquoi? Parce qu'on peut être amené à pratiquer une endoscopie. Voilà un peu une endoscopie digestive. Alors, je m'arrête ici pour vous dire que plus de 80% des malades peuvent être pris en charge sans avoir recours à ces explorations. Donc, cette situation, c'est moins de 15% des malades. Et donc, ce n'est pas la majorité des malades, et tant mieux. Et donc, voilà l'endoscopie. Vous voyez là l'œsophage avec cet aspect en fond d'œil. Vous avez ici la jonction œsogastrique, et vous avez finalement ici la jonction œsogastrique. C'est à ce niveau-là que l'endoscopie peut identifier des lésions permettant d'affirmer le reflux gastro-œsophagien. Et voilà comment ça se présente. Ce sont ces érosions avec des niveaux de gravité différents. Quand elles sont circonférentielles, eh bien, c'est la forme la plus grave. Ça s'appelle, par exemple, l'œsophagite grade D de Los Angeles. Voilà ce qu'il peut avoir en fond de toile. Ça veut dire quand on fait une endoscopie, quand il y a des signes d'alarme, voilà sur quoi on peut tomber. Ça, c'est pas sévère, mais pas. OK. Alors, et puis, on peut être amené aussi à pratiquer une pH-métrie. Quand il n'y a pas d'anomalie à l'endoscopie, que les symptômes sont particulièrement invalidants, où il y a une résistance au traitement, on peut pratiquer ce qu'on appelle la pH-métrie, c'est cette sonde qu'on met au niveau de la jonction œsogastrique, et donc finalement qui va évaluer les reflux acides. Vous avez là le pH de fond, et quand il y a un reflux acide, ça s'exprime par une chute du pH. Et le problème, c'est que parfois vous pouvez avoir des gens, en évaluant la concordance entre les symptômes et ce qu'on voit à la pH-métrie, il y a des gens qui ont le symptôme sans que le pH s'abaisse. Ça s'appelle les œsophages hypersensibles. Mais là, c'est vraiment 5% des malades et ce n'est pas la situation la plus fréquente. Je suis en train de vous illustrer les différentes situations auxquelles vous pouvez être confrontés. Dans 80% des cas, les choses sont faciles à régler. 20%, c'est des patients qui peuvent avoir des lésions endoscopiques. 5%, c'est des patients qui n'ont pas de lésions endoscopiques et chez qui on fera la pH-métrie. Sur ces 5%, il y en a chez qui la pH-métrie sera tout à fait normale et pourtant, ils ont un œsophage hypersensible. C'est des sujets hyper stressés, en particulier qui ont des métiers invalidants. Et alors, voilà un peu, grossièrement, la pH-métrie dite normale quand il y a une exposition acide de moins de 4%, elle est anormale quand il y a plus de 6%, et elle est douteuse entre 4 et 6%. Et on définit ce qu'on appelle l'index symptomatique, c'est la relation entre le symptôme et la présence d'un reflux. Voilà un peu, par exemple, un compte rendu d'un sujet qui a un reflux gastro-œsophagien où tout est pathologique, plus de 5% de reflux total, de 5%, et puis il a une excellente concordance entre les symptômes et la présence d'un reflux acide objectivé par la pH-métrie. Et donc j'arrive c'est important de dresser le tableau pour un petit peu définir les rôles de tout un chacun. Donc il y a le patient qui viendra à l'officine de pharmacie, qu'il faut évidemment soulager, il n'y a pas de signe d'alarme, tout se passe bien, il y a un pyrosis, le pyrosis est récurrent, récidivant, il est aggravé durant les fêtes, le ramadan, les disputes, ce que vous voulez, et là c'est la situation la plus fréquente. Donc face à ces malades-là, tous ensemble, médecins et pharmaciens, selon les rapports qu'on a avec le malade et les données du malade,
et il y a un objectif commun fixé. Alors, certainement, le médecin est mieux placé pour l'évaluer puisqu'il a une fiche de suivi du patient, mais pour le patient qui habite dans le coin, souvent vous allez être celui qui va faire l'évaluation, surtout s'il n'est pas allé chez le médecin. Donc vous avez de bonnes relations avec lui, il discute avec vous. Je vois, il y a beaucoup d'officines de pharmacie là où j'habite, et donc j'ai tendance à regarder ce qui se passe à l'intérieur des pharmacies, et parfois la relation entre le pharmacien et le médecin est excellente. Et aussi la relation entre le pharmacien et le malade. D'ailleurs, c'est une relation très particulière quand quelqu'un, par exemple, vient à l'officine de pharmacie depuis plus de 10, 15, 20 ans. Ça crée une relation pratiquement d'un proche. Et donc, le but collectif, c'est de soulager les symptômes à court terme, mais aussi à long terme. Le deuxième, c'est de faire cicatriser les lésions qu'on a vues tout à l'heure. Et c'est là, je dis la différence entre l'IPP et l'anti-H2. L'IPP permet de cicatriser, a plus de potentiel de cicatrisation sur l'œsophage que l'anti-H2. Mais parfois, ils peuvent agir ensemble dans certaines situations et les verra ensemble. Aussi, prévenir les rechutes, et ces objectifs peuvent être atteints grâce à un traitement médical dans la plupart des cas, et chez les 80% des malades qu'on aura à prendre en charge. Donc notre système de soins face au reflux gastro-œsophagien est capable de soulager 80% des malades, ce qui n'est pas un résultat des moindres. Pour les autres 20%, c'est un circuit très particulier qui peut aller vers l'endoscopie, la pH-métrie, le traitement médicamenteux, voire le traitement chirurgical, c'est placer un montage anti-reflux pour arrêter ce reflux gastro-œsophagien. Mais là, c'est un circuit hyper spécialisé. Mais n'oubliez pas que c'est moins de 5% des malades. Donc nous avons encore à jouer sur près de 90% des malades tous ensemble à partir du moment de la prescription jusqu'au moment de l'évaluation, et aussi le deuxième circuit, les patients qui viennent consulter directement chez vous et qui viennent pour la suggestion, pour que vous lui faites la prescription médicamenteuse. Alors il y a des règles qui sont toujours importantes. Alors quand vous le conseillez, quand il a un reflux, quand il vient la nuit ou le lendemain matin avec un pyrosis invalidant qu'il a énormément gêné, il y a quelque chose qui amène pratiquement impressionnante les symptômes du patient. La position inclinée, le plan incliné. Alors ne lui demandez pas de mettre des oreillers, ça aggrave les symptômes. En fait, ça ouvre l'angle de His, c'est-à-dire la jonction œsogastrique, et ça favorise finalement le reflux. Non, c'est un plan incliné de 30 degrés. Comment vous le lui conseillez? Il va chez le menuisier du coin, il ramène deux petits supports de 3 cm en bois, il les met sous les pieds du lit du côté de la tête. Ça crée un plan incliné et ça réduit considérablement le reflux gastro-œsophagien. C'est l'une des mesures les plus efficaces sur le plan des règles hygiodiététiques. Et je peux vous ramener mon dernière expérience. Je travaille sur l'œsophage depuis plus de 25 ans. Et puis, il y a ce qu'on appelle les patients qui ont des sténoses caustiques. Oh, vous les voyez comme ça, c'est rare, mais c'est une situation fréquente. Pas très fréquente, mais très impressionnante. Et donc, souvent, parmi les traitements que l'on utilise, c'est la dilatation œsophagienne. C'est un traitement, c'est de l'endoscopie interventionnelle. Souvent, on donne des IPP, par voie injectable, tout ce que vous voulez. Et dès qu'on utilise la position anti-reflux, avec un résultat initial qui n'était pas très intéressant, ça permet parfois de déboucler la situation et de lever l'obstacle. Donc cette position anti-reflux est d'améliorer les qualités des résultats obtenus avec la dilatation œsophagienne. Donc faites attention, s'il y a un cancer à donner, c'est lui demander de faire la position inclinée le soir et de mettre deux petits supports de 3 cm sous les pieds du lit, du côté de la tête. Ça crée le plan incliné, ça réduit de manière considérable le reflux gastro-œsophagien nocturne. Il faut essayer, bien sûr, aux patients, il faut leur conseiller d'éviter les aliments identifiés comme responsables. Un régime strict n'est pas justifié. Perdre du poids, c'est toujours intéressant, sur tous les plans, sur le plan du risque cardiovasculaire, l'hypertension, l'obésité, vous savez très bien tous, tout ça. Et puis, voilà un peu la liste des conseils que vous pouvez donner déjà sur un discours, un entretien. Perdre du poids, diminuer les aliments riches en graisse, diminuer les hydrates de carbone, les cafés, les sodas, diminution de la consommation d'alcool, l'arrêt du tabac et l'éviction des aliments déclencheurs. Alors le tabagisme, c'est vraiment un facteur aggravant des lésions d'œsophagite. Vous le voyez, ces patients résistent au traitement médical et ils résistent à tout ce qu'on peut leur proposer. Donc, arrêter le tabac, c'est d'une importance capitale. Si vous avez à lui donner un certain nombre de conseils. 1. Incliner le plan du lit le soir. 2. Arrêter de fumer. 3. Éviter les repas copieux nocturnes à base de graisse et de sucre. 4. Il faut maigrir. Donc finalement, c'est des règles d'hygiène de vie, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut contribuer à l'amélioration. Ne misez pas uniquement et seulement sur les médicaments.
parce que les médicaments ne règlent pas tous les problèmes. C'est une stratégie, c'est un vrai projet comportant un certain nombre de paramètres et qui va être évalué pour apporter de la qualité de vie à votre patient. Alors, il y a beaucoup de pharmaciens dans la salle? Oui, la plupart. Donc, on en arrive à... C'est intéressant de faire quel rappel physiopathologique pour vous, hein? Donc, vous vous rappelez tous des cellules pariétales, des cellules principales, des cellules endocrines. Ça, c'est deuxième, troisième année de pharmacie, je ne sais pas. C'est la troisième année de pharmacie, je suppose. Et donc, tout ça, il y a des cellules directement sécrétrices d'acide. Il y a des cellules qui sécrètent des médiateurs qui stimulent la sécrétion acide. Et donc, c'est dans cet environnement interactif qu'on produit de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac pour le processus de digestion. Pas de l'acide, donc de l'acide chlorhydrique, de la CN. Et donc, vous voyez ici qu'il y a la cellule phare, c'est cette cellule pariétale, c'est elle qui produit les ions H+. Et donc, elle va subir la stimulation de trois principaux médiateurs. L'histamine, ok, et la somatostatine, et l'acétylcholine. La somatostatine, l'acétylcholine. Alors, ces différents médiateurs, par exemple, pour les cellules G, produisent la gastrine, elles sont ici. Hein. Les cellules D produisent la somatostatine, et les cellules ECLF produisent de l'histamine et de la chromographine. Donc, finalement, sur le plan pharmacologique, pour essayer de maîtriser la sécrétion acide, on a deux voies possibles. Soit bloquer la rediffusion des ions H+, c'est ce que font les IPP, soit bloquer la fixation de l'histamine sur les récepteurs des cellules pariétales, et c'est ce qu'on appelle les anti-H2. Et voilà ce que ça donne. Donc on peut bloquer la sécrétion d'histamine, donc de gastrique, soit en inhibant la rediffusion des ions H+, soit en inhibant l'effet de l'histamine. Et c'est là les cibles qui sont actuellement les plus utilisées. C'est des cibles validées sur le plan scientifique pour essayer de bloquer la sécrétion acide. Et puis on peut parfois, ça ne marche pas, ça peut aussi marcher, stimuler la sécrétion du mucus pour renforcer la protection de la barrière gastrique. Et donc voilà les différents médicaments. Évidemment, sur le plan théorique, c'est des mécanismes qui sont très intéressants. Mais vous voyez, on ne connaît pas tous les mécanismes. Ça, c'est ce que connaît la science. On n'est pas efficace dans 100% des cas parce qu'on ne connaît pas tous les mécanismes. Mais c'est des cibles qui ont fait leur niveau de preuve jusqu'à des taux, avec des taux d'efficacité qui ont été parfaitement démontrés par la littérature, variables selon le type de médicament. Ça s'appelle le niveau de preuve. C'est-à-dire la science et la médecine basée sur les faits. Parce qu'en médecine, tout ce qui est logique en science d'une manière générale n'est pas forcément vrai, et tout ce qui est vrai n'est pas forcément logique, et il faut des preuves pour affirmer ce qu'on veut affirmer. On peut tout imaginer, ça s'enchaîne, parce que dans la vie, il y a trois choses. Hein. Il y a ce qu'il faut faire, tout le monde le sait. Pour gagner une Coupe du Monde, il faut une bonne équipe. Mais il y a comment le faire. Ce n'est pas tout le monde qui sait créer une équipe compétitive. Et il y a ce qui est faisable. Donc, vous voyez, quand vous entendez les gens parler, quand est-ce que vous évaluez le vrai engagement des gens, c'est quand on arrive à l'étape comment le faire et ce qui est faisable. Ceux qui comprennent ces deux-là sont des gens qui vont vous aider dans vos stratégies. Mais tout le monde sait ce qu'il faut faire. Quand vous entendez les gens parler sur le plateau TV, tout le monde peut gagner la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Mais quand ils sont sur le terrain, je ne sais pas si c'est le cas. Et donc, les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est des médicaments qui sont d'une efficacité supérieure aux autres classes thérapeutiques. C'est le traitement de référence, très peu d'effets secondaires. Ça maîtrise les symptômes dans 80% des cas en 4 à 8 semaines. Et il faut les donner le matin, à jeun, 30 à 60 minutes avant les repas. Ils sont efficaces sur les symptômes, sur les lésions d'œsophagite, c'est la différence avec les anti-H2, mais pas sur l'endobrachiosophage, mais ça, c'est un problème que j'aborderai après. Les antiacides et les aginates, il faut les donner à la demande, ça peut aider, ça peut potentialiser l'action des IPP. Et puis, les antagonistes des anti-H2, tout simplement, ils sont efficaces sur les symptômes, mais avec une moindre fréquence sur les lésions d'œsophagite. Il n'y a pas d'efficacité de montrer la prévention des récidives. Et puis, voilà, il y a un médicament dont je parlerai rapidement, c'est le baclofène. C'est juste pour vous dire qu'il y a des médicaments qui peuvent renforcer la barrière anti-reflux, c'est-à-dire renforcer le tonus du sphincter inférieur. Dans les traitements utilisant le reflux gastro-œsophagien, voilà une étude publiée en 2014 qui démontre clairement, qui compare l'effet à 4 semaines, hein, l'effet à 4 semaines, vous voyez ici, c'est famotidine versus oméprazole. Voilà un peu l'effet sur... Alors, on a évalué deux choses. La première, c'est d'évaluer l'efficacité de la combinaison anti-H2 antibiotiques sur l'éradication de l'infection Helicobacter pylori. Et là, c'est juste pour vous dire que les anti-H2 sont nettement moins performants dans cette indication.
C'est les IPP qui ont démontré. Mais vu différemment, il y a un taux d'efficacité, puisque dans la moitié des cas, on est arrivé à éradiquer Helicobacter pylori quand vous comparez les études. Donc, au final, il y a un certain degré de maîtrise de la sécrétion acide, mais qui n'est pas aussi performante que celle des IPP. Mais à l'intérieur, quand vous voyez qu'il y a de 56%, on identifie ce qu'on appelle une logique de susceptibilité individuelle. C'est-à-dire que chacun peut préférer un traitement. Il y a un effet spécifique chez certaines populations qui vont vous demander « donnez-moi ce médicament et pas celui-là ». Et ça, vous le savez tous. Vous avez l'habitude d'avoir à faire ça en pharmacie. Vous lui montrez le médicament le plus efficace, non, celui-là, il aime la boîte, il aime l'effet et il est mieux soulagé. C'est ça, la susceptibilité individuelle fait partie des éléments à intégrer dans les prescriptions thérapeutiques que l'on fait sur le terrain. Alors, on a mis, ça s'appelle un forest plot. Alors, vous voyez, pour vous expliquer simplement, le forest plot, c'est un repère, hein, comme les repères orthonormés que vous avez connus en mathématiques. Et puis, quand de ce côté-là, ces petits carrés du forest plot, ça permet d'évaluer le taux d'efficacité d'un produit par rapport à un objectif. Et vous voyez ici, ça c'est de ce côté-là, comme ça. On est à droite ou à gauche? Sur votre gauche ou sur votre droite, là? Ça, non? Alors sur la gauche, c'est en faveur de l'efficacité du traitement. Et sur la droite, c'est en défaveur de l'efficacité du traitement. Vous voyez que si vous mettez dans l'ordre, vous avez ici l'oméprazole et vous avez la famotidine, toujours une population sur laquelle on peut être efficace. Donc là, c'est l'évaluation. Vous voyez ici, vous voyez ici. Et la même tendance se conserve après 4 semaines. Donc, il y a un certain taux d'efficacité des anti-H2, mais il faut évaluer la population cible. Et je ne suis pas ici venu vous dire que les anti-H2 sont plus efficaces que les IPP. Je suis en train de vous dire qu'il y a une sous-groupe de population qui peut bien répondre aux anti-H2 et qu'il faudra identifier dans la pratique de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui va permettre justement de prendre la décision? Alors, les refluures, c'est des profils. Vous voyez ici que ces malades-là, c'est des refluures chroniques qui auront tout le temps besoin d'un traitement d'entretien. Voilà. Cette groupe, hein, le groupe B, hein, c'est des refluures intermittents qui ont besoin d'un traitement intermittent. Donc, on reconduit fréquemment le traitement en fonction de l'évolution des symptômes. Enfin, il y a le traitement à la demande, c'est le traitement occasionnel. C'est les sujets qui prennent des IPP ou des anti-H2 à l'occasion, 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an. Donc, c'est le profil, ça s'appelle le monitorage du reflux. Donc, on adapte le traitement en fonction de l'évolution des symptômes dans le temps. Donc, voici les 3 profils de population qui vont vous permettre de vous décider. Et donc, finalement, quand vous décidez d'adopter une stratégie, vous devez évaluer la sévérité des symptômes du reflux gastro-œsophagien. Finalement, quand les symptômes sont légers et intermittents, l'anti-H2 est une alternative. Et quand les symptômes sont sévères et fréquents, là, il n'y a pas de place à l'anti-H2, c'est évidemment l'IPP. Alors, et puis, quand vous comparez, là, avec lésions d'œsophagite, sans lésions d'œsophagite, là, il y a une supériorité démontrée des IPP sur le plan de la cicatrisation des lésions d'œsophagite. Ça veut dire que finalement, si vous devez donner des anti-H2, c'est parmi les 80%, c'est probablement une population estimée à 10-15%, les 80% des situations bénignes de reflux gastro-œsophagien qu'on aura à gérer dans la pratique de tous les jours. Alors, pourquoi parfois même les IPP peuvent être inefficaces? Plusieurs explications physiopathologiques, mais ce qui est certain, c'est que ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est une recommandation de la Société française gastroentérologie, c'est qu'en cas de résistance aux IPP ou d'efficacité incomplète de l'IPP, on peut leur associer des anti-H2. Donc si voilà, vous avez un reflueur qui vient, vous demandez que malgré la prise d'une double dose d'IPP, il a toujours ces symptômes et qu'il n'arrive pas à se soulager, vous devez évidemment reconduire les règles, insister sur les règles hygiéno-diététiques dont j'ai parlé, notamment la position inclinée, maigrir, ne pas prendre de sucre, ne pas prendre beaucoup de gras, mais aussi lui proposer un anti-H2 de soir. Ça permet de gagner à peu près dans les 10 à 15% d'efficacité par rapport au taux de résistance initiale. Il y a toujours quelque chose à glaner parce qu'en cas de résistance à la stratégie thérapeutique basée donc au traitement médical, il faudra envisager le traitement chirurgical, c'est le montage anti-reflux, mais là c'est moins de 5% de la population qui concerne. Alors, au final, c'est pour résumer la situation. Je m'excuse, professeur Boudjela, il vous reste 5 minutes, parce qu'on doit respecter le programme, c'est intéressant, c'est vaste. J'ai fini.
Ah, très bien. Je m'excuse. Généralement, ce n'est pas 5 minutes qu'on le dit, c'est à 3 minutes. 3. Et 3 à 2. Très bien. 5 minutes, Merci beaucoup. 5 minutes, ça peut être une communication. Non, on va prendre Là, 5 minutes de débat Voilà. parce qu'on doit respecter le programme. Alors, Merci beaucoup. vous avez vu devant vous toutes les classes médicamenteuses. Et puis finalement, dans quel cas conseille les anti-H2? C'est les 2 plaques de conclusion. Alors, en cas d'absence de signes d'alarme, vous les connaissez bien. En cas de symptômes légers intermittents, moins de 3 épisodes par semaine. En cas de préférence des patients pour les anti-H2, en cas de symptômes légers intermittents évidemment. Et en association avec des IPP en cas de mauvaise réponse à cette classe. Dans quel cas conseiller les IPP? En cas d'absence de signes d'alarme, de symptômes sévères ou fréquents, plus de 3 épisodes par semaine, et la préférence du patient pour les IPP. Donc le message est très clair, j'utiliserai la 2e minute. Je ne suis pas venu vous dire que les anti-H2 sont aussi efficaces que les IPP, je suis juste en train de vous dire que prendre en charge un patient, c'est raisonner, alternative thérapeutique pour pouvoir optimiser les chances d'efficacité de prise en charge des malades. Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur Boudjela. On va prendre 2 questions à 3 questions parce qu'on est pris par le temps, on a commencé en retard. La première question, cher professeur, c'est parce qu'il y a la prescription de longue durée chez les malades chroniques des EPP et des anti-H2. Je veux que vous éclaircissiez les effets indésirables. Alors, si vous voulez, parce qu'il y a des fois, chez les diabétiques et les hypertendus, on donne un traitement de 3 mois, renouvelé chaque 3 mois. Ça veut dire on doit préciser les effets indésirables, parce que c'est pas bon, bloquer la pompe à protons et tout. Alors, je vais répondre en 3 points très clairs. Moi, je travaille dans un service d'endoscopie digestive où on reçoit beaucoup d'hémorragies digestives. Et donc, durant l'année écoulée, on a reçu une quarantaine de malades pour hémorragie digestive. C'est la problématique des anticoagulants. Vous avez maintenant, vous commercialisez les AOD, les AVK, et la population qu'il faut cibler par les IPP au long cours, c'est la population à haut risque cardiovasculaire qui a un haut risque hémorragique. Là, le rapport bénéfice-risque balance du côté du bénéfice, c'est une évidence. Une hémorragie digestive, c'est toujours plus grave qu'un effet secondaire qui survient dans moins de 2% des cas, et en tout cas personne n'a jamais pu démontrer que les IPP étaient délétères au long cours. Cela ne veut pas dire qu'il faut les prescrire tout le temps au long cours. Alors, quand est-ce qu'il faut donner au long cours? Les patients qui ont un haut risque cardiovasculaire avec haut risque hémorragique. Chez les patients qui ont un œsophage de Barrett, c'est une métaplasie de la muqueuse, c'est la transformation de la muqueuse œsophagienne en muqueuse glandulaire sur les précancéreuses. Donc là, oui. La 3e indication, c'est le reflux chronique qui refuse le traitement chirurgical. Et en dehors de ces 3 catégories-là, d'abord, il faut réfléchir, est-ce qu'il y a une indication ZIP au long cours? Quand il n'y a pas d'indication, ce n'est pas la peine de les donner. Je vous ai résumé la situation où il faut les donner au long cours. Maintenant, en termes d'effets secondaires, ceci dit, il n'a pas été démontré que les IPP sont des médicaments générateurs d'effets secondaires significatifs. Mais retenir toujours que Valérie dit, l'homme injecte des drogues qu'il ne connaît guère dans un organisme qu'il connaît encore moins. Le minimum de médicaments, c'est toujours mieux, mais l'inertie thérapeutique, c'est encore plus mauvais. Sur le plan cancéreux? Sur le plan cancérologie. Il n'y a aucun lien entre les cancers et les IPP. Ça, c'est quelque chose... Ça fait 30 ans qu'on prescrit les IPP. On a une série, et on faisait 10 000 endoscopies par an. On a fait une publication, vous pouvez la trouver sur... on a fait plus de 100 000 endoscopies uniquement sur la chalasie. La majorité des malades prenaient des IPP au long cours. Il n'y avait pas du tout de cancer lié aux IPP dans une population de 100 000 endoscopies. Donc, il n'y a pas de lien. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Il y a juste un mot, c'est l'hypergastrinémie due à l'hypertrophie des sudugés, mais ça c'est un risque plus théorique que pratique. Mais ceci dit, la prescription doit se faire tout le temps de manière rationnelle, réfléchie. Il faut tout le temps trouver la bonne indication et évaluer tout le temps la balance risque-efficacité, même si le risque est minime. Très bien. Ça rentre, cher professeur, dans l'éducation thérapeutique parce qu'on voit des ordonnances de malades chroniques 4 trimestres d'IPP ou bien des anti-H2, ça veut dire... mais j'insiste, avant de réfléchir effet secondaire, il faut d'abord réfléchir à indication. L'indication doit être, c'est ça notre rôle. Nous avons un rôle intellectuel de réflexion. On a une obligation de moyens et de la qualité d'utilisation des moyens.
même utiliser les moyens, c'est une science dans laquelle il faut former les gens. C'est ce qu'on appelle l'effort intellectuel de bien trouver les bonnes solutions. C'est pour cela qu'on a été formé. Très bien. Merci, professeur Boudjela, pour votre communication. Merci, professeur Boudjela, pour votre communication. Dans la pharmacie, des fois, on reçoit des ordonnances, les inhibiteurs inscrits le soir au coucher. Quel inhibiteur? Les EPP. Et quel problème ça pourrait poser? Est-ce qu'on peut l'inscrire oui, parce que le soir? Évidemment. Vous avez dit que le matin à jeun. Oui, mais parfois on peut passer à la double dose. Il n'y a pas un autre moment de positionner la double dose. Les IPP, je vous donne un exemple. Là. Je vais choisir l'exemple des lésions caustiques. Ça nous arrive pour permettre, favoriser la cicatrisation, de donner triple dose. Il y a une dose maximale. Je pense qu'il y a une pathologie dont vous avez entendu parler, c'est le Zoniger-Ellison. C'est une tumeur endocrine qui sécrète beaucoup de gaz pancréatique endocrine, qui sécrète beaucoup de sucre gastrique. Et dans ce cas-là, on peut être amené à donner jusqu'à 80 mg d'oméprazole par jour, c'est-à-dire 4 fois la dose. Par exemple, dans le traitement anti-HP, c'est une double dose, matin et soir. Donc finalement, il y a la dose minimale et la dose maximale que l'on peut donner en fonction de la situation qu'on a à gérer. C'est encore un problème d'indication et de rapport efficacité-risque, même si ce risque est minime. Docteur, qui va poser la question au professeur Boudjela. Merci, professeur, pour votre intervention, qui est très intéressante. Est-ce qu'en ce qui concerne la présentation, on a vu des études américaines. Et est-ce qu'il y a, en ce qui concerne l'Algérie, est-ce qu'il y a des études nationales ou maghrébines? Est-ce que la population... Alors, je vais vous parler d'IPP, donc IH2. Oui. Alors, je vais vous dire, on a évalué les IPP qui y a en Algérie à travers, j'ai été le directeur du laboratoire algérien de recherche sur Helicobacter. Après le départ de M. Touchen, qui est un des professeurs les plus éminents qu'a connu l'Algérie. Et donc, on a fait des travaux pendant 15 ans. Et donc, je suppose que vous voulez dire, est-ce que les médicaments qu'on a sur le marché sont des médicaments efficaces? Alors, je peux vous donner le taux d'éradication de l'infection Helicobacter pylori avec une trithérapie associant des médicaments algériens. Il y avait Saïdal, les deux médicaments étaient des médicaments de Saïdal. L'IPP, c'était l'oméprazole qui était commercialisé en Algérie. Et le taux d'éradication de la bactérie était de 80%. C'est des résultats qui se rapprochent de ceux obtenus au Japon. Mais ceci dit, je vous rejoins qu'aujourd'hui, en dehors de la bioéquivalence biologique, il faut faire des travaux sur la bioéquivalence clinique et sur l'efficacité de nos médicaments dans la vraie vie. J'avais un projet que j'avais appelé EMG-MAPA, évaluation d'un médicament générique par la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'était un contrat qu'on avait fait avec Saïdal. Malheureusement, on s'est arrêté au milieu du travail à cause de l'infection Covid. Mais ce qui est certain, c'est qu'évaluer ce qui se passe sur le terrain, ça doit être une des priorités. Et pour un pays qui veut exporter des médicaments, il faut créer sa propre vitrine. C'est des travaux scientifiques relevant de la réalité algérienne. Et je suis un fervent défenseur de ce type de travail. Maintenant, de ce type de travaux. Maintenant, il faut s'organiser pour le faire, car il faut trouver du temps. Autant intégrer ce qu'on appelle la stratégie du médecin investigateur et du pharmacien investigateur dans la vraie vie de tous les jours. Et là, c'était notre challenge. J'aimerais bien connaître la conduite à tenir en officine pour le meilleur conseil face à un RGO. Si on retient un seul conseil, je vais faire un 2 en 1. En plus du médicament, c'est évident, c'est le plan incliné, j'insiste. Ça, alors souvent les malades comprennent mal. Il va augmenter le nombre d'oreillers, c'est très mauvais. Il faut avoir le plan incliné, c'est 30 degrés et c'est du côté de la tête. Donc il faut faire un angle alpha, plan incliné est à l'exercice de terminal, qui est calculé en fonction. Donc la tête doit être bien en haut et les pieds bien en bas. C'est pour prévenir le reflux. En plus, il faut lui demander par exemple, les femmes les reflueuses mangent beaucoup de chocolat. Surtout avec le chocolat qui est fabriqué en Algérie à des prix intéressants. Vous la voyez arriver à la consultation avec sa boîte de chocolat. Bon, donc, ouvre le sac. Bon, une. C'est vrai ou c'est pas vrai? La boîte de chocolat, la campagne. Hein? Qui veut? Bien sûr, cadeau.
Tout est dit. Donc, manger du chocolat. On ne peut pas priver les gens de manger du chocolat. Mais une tablette tous les 2 jours, un petit morceau de chocolat, de préférence noir, c'est beaucoup mieux parce que la partie la plus... c'est le sucre en fait. Même le cacao un peu. C'est le sucre, la graisse et surtout les graisses aussi. Alors je vais juste finir avec l'exercice physique aussi. C'est important. Alors un jour, j'étais en consultation, Jani Wahed Cheikh Zawiya Kbir m'a appelé garde du corps تاعو. Il avait diabète, sucre, reflux, tout ce qui suit. قال لي يا طبيب مالغري كاع الدواء اللي نشرب فيه ما كاش نتيجه. خسرت فيها انا هكذا قلت له لانك لم تطبق امرين من اوامر الله. عباك تشوف الاخرين قريب ارمى انا قلت له ايه قلت له قرات سوره الملك قال لي على البليس انا ندير نصلي بها قلت له قال لك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. قلت له تمشي الامر الاول ما طبقتوش والعطف صوتيته وكلوا فامشوا في وكلوا من رزقه يعني لازم المشي يسبق الماكله. دونك اون مارش اون كونسوم وبعد اون مونج. دونك انت قلت له ما طبقت المشي ما طبقت على لاسوسياسيون اولم تعصي امرين من اوامر الله قال لي بلى هيا خلاص فوالا. Mais j'ai bien dit le chocolat noir. Alors qu'il y en a avec 70, 80, 90%. Et comme ça. Il y a une question. Dernière question. Monsieur le professeur, récemment il y a une tendance dans certaines polycliniques de prescrire sur une même prescription association de 2 IPP, genre oméprazole et isoméprazole. C'est-à-dire quelle est la faisabilité, ou bien c'est-à-dire le recours à cette prescription, surtout pour des malades. Aucune base scientifique, aucun apport supplémentaire. Il n'y a pas d'efficacité. On n'associe pas. Vous pouvez avoir quand vous traitez l'hypertension, c'est tout à fait logique d'utiliser une polythérapie parce que vous agissez sur des cibles différentes. C'est la même chose au cours du reflux. On peut associer un IPP à dose maximale, un anti-H2, un pansement, et on est dans le cadre de la potentialisation des effets sur des cibles différentes. Mais associer 2 IPP, ça n'a aucun soubassement scientifique. Voilà. Donc on parle niveau de preuve. C'est la dernière question. Alors regardez comme ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Inch'Allah, je vous remercie infiniment à mon nom et au nom de tous les pharmaciens présents dans la salle pour le sujet qui est très important. Maintenant, on appelle monsieur docteur. Il reste un grand cadeau. C'est un petit, mais voilà. On appelle docteur Tahraoui Hamza, notre représentant auprès des administrations. Oui, il est membre à l'APW et il aide toujours les femmes. بنياتها وليس بنياتها واحسنت. Bon, Hamza, grâce à lui, رانا نديروا لا جورني تاع اليوم. مع لا فيزيت تاع البريمي مينيستر كانت راحت انيولا لا جورني. هو يلا في كيما يقول لك المالي في مع الوالي ماشي الوالي. الحمد لله جاب لنا ريزلتا. بارك الله فيك ربي يحفظك. تما نطلعوا لابيان ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك بروفيسور. Très bien. Barakallahu fik. Merci beaucoup, cher professeur. On se verra la prochaine fois. C'est pas la dernière. Merci. Merci. Maintenant, on passe au symposium par laboratoire Macfarm.
La conférence s'appelle, bon, c'est un symposium de 10 minutes avant la pause café. Symposium qui s'intitule Intérêt de la gamme Soline dans le quotidien du pharmacien d'officine. Et juste après le symposium, on va vous donner 10 minutes de pause café et il reste une conférence très importante de Dr Gomez. Soyez à vos places dans 10 minutes juste après le pause café. Dr Mansouri, on appelle Dr Mansouri Hakim, chef de produit. Non. Oui, Dr Mansouri Hakim. On vous souhaite la bienvenue. L'intérêt de la gamme Soline dans le quotidien du pharmacien. Marhaba bik, cher docteur. Barakallahu fik. Je vais placer ça. On appelle quelqu'un de la régie, s'il vous plaît. Quelqu'un de la régie. Je vous rappelle, la dernière conférence du Dr Gomez est très très importante dans notre quotidien à l'officine pharmaceutique. Les compléments alimentaires bien associés pour mieux conseiller, étudier les interactions médicamenteuses et les effets indésirables des compléments alimentaires. Ça veut dire ne pas oublier l'intérêt de cette conférence dans notre formation continue. ومن بعد قال لكم الحاجة أنا دايرين الكسكس راكم معروضين للفطور الحاجة ومركزة على الفطور. S'il vous plaît, docteur Mansouri, c'est bon, c'est réglé? On commence notre conférence. Marhaba bik, docteur Mansouri. Donc, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Donc, je fais partie du laboratoire Macpharm. Et aujourd'hui, je remercie les organisateurs de nous avoir invités. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter un peu mieux les produits Macpharm. On va en voir 4 de la gamme Soline. Et c'est beaucoup plus pour que vous puissiez les connaître un peu plus profondément. Et surtout, on va voir un peu leur mode d'action. Comment ils marchent les 4 produits Soline que je vais vous présenter. Donc, il faut savoir que Macpharm est un laboratoire pharmaceutique sur le territoire national depuis 2003. Donc, ils ont commencé avec la phytothérapie. Le premier produit qu'ils avaient lancé, c'était tisane bébé calmante. Bon, ensuite, avec les années, ils se sont développés en phytothérapie et ils ont été les précurseurs de la phytothérapie en Algérie. Ensuite, on a développé d'autres gammes, des gammes de compléments alimentaires. Vous connaissez tous la gamme Soline. Donc, Soline, c'est des compléments alimentaires à base de vitamines et minéraux et de substances naturelles. On a un lait Biarel, un lait infantile qui est sur le marché également. Avec les laboratoires internationaux comme Aven, Noreva, LCA, on a des produits dermocosmétiques qu'on commercialise sur le marché. Et peut-être bientôt en 2026, fin 2026, début 2027, on va commencer la fabrication des médicaments. Voilà. Donc le premier produit qu'on va voir, je pense que vous l'avez en pharmacie, c'est Soline Mélatonine 1 mg.
Alors, mélatonine 1 mg, c'est de la mélatonine, donc, pour tout ce qui est problème d'insomnie. Et la mélatonine est considérée comme l'hormone du sommeil. Alors, il faut savoir que le sommeil représente un tiers de notre vie. C'est un besoin physiologique et fondamental, et le sommeil est indispensable à la vie. En général, 20% de la population mondiale sont concernés par les insomnies. Ça touche, les femmes sont beaucoup plus prédisposées que les hommes, et en général, également pour les personnes âgées, ceux qui ont 50 ans et plus, d'accord, sont des personnes qui sont beaucoup plus sujets à faire des insomnies. Alors, quelle est l'importance du sommeil dans la santé globale? Vous allez voir que le sommeil, il va permettre une régulation physiologique. Au niveau de la régulation physique, il va permettre aux muscles, d'accord, et aux tissus de se réparer pendant la nuit. Pour la régulation hormonale, vous savez qu'il va réguler aussi les hormones. Par exemple, vous prenez l'hormone de croissance, c'est l'hormone, elle est produite le plus pendant la nuit, pendant le sommeil. Pour le système immunitaire, il va donc renforcer le système immunitaire. Donc, il faut savoir que il va combattre les infections et les inflammations chroniques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les dernières recherches sur le système immunitaire, ils ont montré que le système immunitaire, pendant le sommeil, se réinitialise pour que le lendemain, vous puissiez combattre toutes les infections qui peuvent survenir. Pour les fonctions cognitives et psychologiques, donc, on sait que pendant la journée, la nuit, pendant la journée, vous emmagasinez des informations et le cerveau, la nuit, va les stocker et les classer. Et ça va permettre, un bon sommeil permet aussi la gestion du stress. Si vous dormez bien, le lendemain, vous pouvez aller à vos occupations habituelles. Pour ce qui est cardiovasculaire et métabolique, il faut savoir que pendant le sommeil, le sommeil régule la tension artérielle et permet au système cardiovasculaire de se reposer. D'accord ? Et du point de vue métabolique, il faut savoir que pendant le sommeil permet une régulation du sucre et de l'insuline. Et on a montré, il y a eu des études qui ont été faites. Par exemple, les personnes qui avaient des insomnies chroniques avaient plus de chances de développer un diabète de type 2. D'accord ? Et ensuite, pour ce qui est l'obésité, par exemple, quelle est la relation entre le sommeil et l'obésité? C'est que quand vous ne dormez pas, quand il y a un manque de sommeil, vous avez deux hormones. Vous avez la leptine et la gréline. La leptine, c'est celle qui coupe la faim. La gréline, c'est celle qui stimule l'appétit. Et quand vous manquez de sommeil, la leptine est diminuée et c'est la gréline qui est augmentée. Donc vous allez avoir tendance à aller manger et vous risquez ensuite de faire de l'obésité. Alors voilà pour les personnes âgées. Déjà, le rythme veille-sommeil change avec l'âge et les fonctions physiologiques changent également. Il faut savoir que chez la personne âgée, vous avez une baisse de la sécrétion de la mélatonine de façon physiologique, d'accord ? Une modification de la répartition du sommeil sur 24 heures. On a tendance, les personnes âgées ont tendance à moins dormir. Un délai d'endormissement allongé, c'est-à-dire qu'au moment où ils veulent dormir, au lieu de dormir par exemple au bout d'une demi-heure, eh ben, ils vont mettre 1 heure, 1h30 pour pouvoir dormir. Donc un délai d'endormissement qui va être allongé et une augmentation du nombre de la durée des éveils nocturnes. Ils ont tendance à se réveiller la nuit plusieurs fois. D'accord ? Et en général, c'est les personnes âgées, vous allez remarquer qu'en général, ils dorment plus tôt et se réveillent plus tôt. Donc on a tendance, avec nos grands-mères, nos mères, etc., elles avaient l'habitude c'est déjà le café qui est prêt, etc. Donc elles ont tendance à se dormir plus tôt et se réveiller plus tôt. Ce qu'on appelle une avance de phase. Donc, la phase indique le sommeil, il avance. Et bien sûr, chez les personnes âgées, parfois ils ont des pathologies associées. Et tout ça explique pourquoi la personne âgée se plaigne souvent d'un mauvais sommeil. Alors les conséquences, comme on avait vu tout à l'heure les avantages, les conséquences, elles sont faciles à deviner.
C'est-à-dire qu'à un mauvais sommeil, vous allez avoir peut-être de l'hypertension et des troubles métaboliques, cardiovasculaires, des troubles métaboliques comme l'obésité ou l'augmentation du diabète de type 2, une baisse de l'immunité, des troubles de l'humeur et des addictions. Il y a des études qui ont été faites, vous voyez en bas, par exemple chez les adolescents qui ont un sommeil insuffisant, il y avait une corrélation avec un plus petit volume de matière grise. D'accord ? Chez les personnes qui dormaient moins de 6 heures, il y avait une augmentation du diabète de type 2 de 28%. Et chez les personnes qui manquaient du sommeil, il était plus facile pour eux d'attraper un rhume, et ce risque d'attraper un rhume était multiplié par 4. Donc vous voyez que le sommeil est très important pour la santé générale. Alors l'insomnie, c'est quoi? Il y a une symptomatologie. Le patient va venir vous voir peut-être en pharmacie, vous dire « j'ai des difficultés d'endormissement, mais tout de suite ». Il a des réveils au cours de la nuit, donc fréquemment il va se réveiller la nuit et il va avoir des difficultés à se rendormir. Un réveil trop précoce le matin, donc il se réveille trop tôt, et une sensation donc d'un sommeil qui n'est pas récupérateur. Et ça va avoir des conséquences dans la journée. Alors comment se fait le mécanisme du sommeil? Alors il faut savoir que l'organisme est régi par une horloge biologique, qu'on appelle, c'est le noyau suprachiasmatique. Dans l'horloge biologique, elle va vous donner un cycle qu'on appelle le cycle circadien, parce que circadien, fait référence aux 24 heures, d'accord? Donc un cycle de 24 heures. Et c'est le cycle éveil-sommeil. Mais si on prend particulièrement le sommeil, eh bien le sommeil, elle est sous la dépendance de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Alors cette mélatonine, elle est sous l'étroit contrôle de la lumière, donc de la rétine, de la lumière et de l'obscurité. Et cette mélatonine, elle s'exerce par l'intermédiaire du tractus rétino-hypothalamique, c'est-à-dire de la rétine et de l'hypothalamus qui est au niveau du cerveau. Et comment ça se passe? Eh bien le jour, vous avez la rétine qui capte la lumière. Quand la rétine va capter la lumière, elle va donner l'ordre au noyau du rafet, qui est une structure au niveau de l'hypothalamus. Il va donner l'ordre au noyau du rafet de sécréter la sérotonine et le cortisol. Donc ça va vous réveiller le matin et vous allez aller travailler, vous occuper à vos occupations, etc. La nuit, la rétine ne capte pas la lumière. Là, si vous êtes dans un environnement noir, à ce moment-là, c'est la glande pinéale qui va être sollicitée par la rétine. Et cette glande pinéale, elle est aussi au niveau de l'hypothalamus, mais c'est elle qui va synthétiser la mélatonine, elle va diminuer la température corporelle du corps, et va vous dire, il faut vous endormir. Alors comment se fait la synthèse de la mélatonine naturelle, celle que l'organisme sécrète? Elle se fait à partir d'un acide aminé qui est le L-tryptophane. Ce L-tryptophane va être transformé en sérotonine, et la sérotonine, une partie d'entre elles, va être transformée en mélatonine. Alors vous voyez ici quel est le cycle de la mélatonine. En général, la mélatonine va commencer à débuter vers 20 heures. Elle va augmenter, il va y avoir un pic maximal vers 3h et 4h du matin. Et à ce moment-là, et ensuite, elle va diminuer jusqu'au matin. Et ensuite, vous allez vous réveiller pour vaquer à vos occupations. Alors, le syndrome de retard, et c'est ça qui nous intéresse le plus, parce que c'est ce qui est le plus souvent rencontré. Le syndrome de retard de phase, c'est quoi? C'est que la courbe qu'on a vue tout à l'heure, elle est en noir, la normale. Eh bien, le patient va dormir beaucoup plus tard. Au lieu de dormir vers 20h ou la 21h, ou etc., 22h, il va dormir vers minuit, 1h du matin, ou 2h du matin. Donc, il va décaler le cycle HDR. Quand il va le décaler, qu'est-ce qui va se passer? Il va se réveiller beaucoup plus tard. Donc, il y a un décalage de phase. D'accord? Il y a un retard de phase. Et en général, c'est toutes les personnes qui voient la télé, qui regardent des tablettes, qui regardent le téléphone, etc.
Parce qu'il faut une hygiène aussi de vie pour le sommeil. Le sommeil, il faut être dans l'obscurité, d'accord, pour que la glande pinéale puisse vous donner de la mélatonine. Donc, dans l'obscurité, température 25 degrés, pas de bruit, etc. Donc, il faut qu'il y ait un environnement adéquat. Donc, ce retard de phase va vous permettre de vous réveiller difficilement le matin et bien sûr, vous allez avoir des réveils tardifs. Comment agit la mélatonine? Alors la mélatonine, elle va agir sur deux récepteurs au niveau du neurone. Elle va agir sur des récepteurs qu'on appelle les récepteurs de la mélatonine 1 et les récepteurs de la mélatonine 2. D'où les récepteurs de la mélatonine 1 et 2. Alors le 2, il régule la synchronisation du rythme circadien, c'est-à-dire il ne va pas rejouer un rôle dans le sommeil paradoxal. C'est là où on fait le rêve, le sommeil très très profond. Alors Hada, il est intéressant ici, regardez. Réduction du temps d'endormissement. Vous avez un gain en général de 25 à 60 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu de dormir à minuit ou à 1h du matin, le fait de prendre de la mélatonine, vous allez raccourcir ce délai d'endormissement de 25 à 60 minutes. Et c'est en général, c'est ici qu'en général, vous devez, en fonction des patients qui viendront en pharmacie, conseiller la mélatonine, solide mélatonine 3 mg. Ensuite, vous avez les MT1 aussi, diminuent les MT1, les récepteurs MT1 induisent des effets sédatifs. Au moins, c'est dans la régulation du sommeil paradoxal, sommeil profond. Donc, ils vont te diminuer les réveils nocturnes. Donc, vous n'allez pas vous réveiller à chaque fois la nuit, etc. Et même si vous vous réveillez pour des besoins physiologiques, vous pouvez facilement vous rendormir par la suite. Donc, au niveau de ces deux récepteurs, vous allez donc avoir une augmentation du temps total du sommeil. Et les études ont montré qu'on gagnait 30 à 60 minutes. Vous allez avoir une amélioration du fonctionnement diurne. Donc, pendant la journée, vous allez bien vous occuper, meilleure attention, meilleure concentration. Et vous allez améliorer votre qualité de vie. Je m'excuse, docteur Mansouri. Oui. Docteur Mansouri. Oui. Je m'excuse, mais on est prêt par le respect du temps du programme. On va vous donner 2 minutes. Ici, 2. Bon, parce que j'ai rajouté 5 minutes. Dans mon programme, c'est écrit 10 minutes, 15. On va vous donner 2. Donc, je termine la mélatonine et on arrête. 5 minutes. أنا زدت 3 من عندي ومن بعد يحاسبني الحاج عامر. Allez. Allez. Donc, vous voyez que dans les recommandations de l'ANSM, les recommandations des sociétés savantes, vous avez donc la place de la mélatonine, c'est d'améliorer le sommeil des patients atteints d'insomnie et surtout de diminuer la consommation des somnifères, des benzodiazépines, etc. Alors, les indications de la mélatonine, donc, c'est pour les troubles du rythme veille-sommeil, notamment les délais d'endormissement, ou quand il y a des personnes qui ont, par exemple, des travails postés, etc. Un décalage horaire, donc vous perturbez l'horloge biologique, professionnel en décalage horaire également, et surtout la mode, l'exposition aux écrans, etc. Alors l'insomnie aussi liée à l'âge, on avait vu pour les personnes âgées, prise en charge des insomnies chroniques, par exemple vous avez des personnes pour certaines pathologies, par exemple Alzheimer, TDAH, autisme, etc. Aussi, on donne de la mélatonine pour aider les enfants à dormir, etc. Et puis, pour essayer de diminuer aussi, pour le sevrage, diminuer aussi la prise des benzodiazépines. Est-ce qu'on doit faire un dosage de mélatonine ou bien on prescrit Non, vous pouvez prescrire directement, non. Il n'y a pas de surdosage, il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque pour la mélatonine. D'abord, toutes les études cliniques qui ont été faites sur la mélatonine ont été basées sur des doses qui sont bien supérieures à 3 mg. En général, c'était 10 mg, etc. Même chez les enfants qui avaient de l'autisme, TDAH, etc. Mais bon, pour la mélatonine, bien que c'est un traitement, nous, on vous recommande pour la mélatonine de le donner pendant maximum 13 semaines, c'est-à-dire 3 mois. D'accord ? Maximum. Maximum, parce qu'après, il faut réévaluer le traitement. Très bien. C'est-à-dire, bon, si la personne a des difficultés, parce que les troubles du sommeil, vous avez plusieurs
troubles du sommeil, pas uniquement les insomnies. Dans ce cas-là, bon, après, c'est le médecin qui va définir si le traitement doit être ajouté, etc. Très bien, Alors, merci beaucoup. ça, c'est simplement pour aider le patient, surtout le problème du délai d'endormissement, pour régler la phase addict à la cinétique de la mélatonine. Très bien, Voilà. merci. Pardon? Alors, pour le 3 mg, c'est à partir de 18 ans. Alors, pour les enfants, on a une mélatonine, 1 mg, je ne sais pas si vous l'avez en pharmacie, en sirop. Non, vous ne l'avez pas en pharmacie. Donc, balak kharchouya, balak mazal bakharjo, etc. Mais vous allez bientôt avoir la mélatonine 1 mg en sirop. Donc, c'est 1 mg par millilitre. Hadak, il est destiné justement pour l'enfant. Alors, à partir de 2 ans pour les pathologies comme l'autisme, et à partir de 6 ans pour les problèmes d'endormissement ou là les TDAH. Voilà. La prise, c'est un comprimé donc, par jour, 1 heure à peu près, 1 heure, 1h30 avant 30 minutes ou là 1 heure avant le coucher, pour faciliter justement l'endormissement. Et vous voyez que bon, la durée du traitement, elle est de 3 mois, et ensuite réévaluer les choses avec le médecin si jamais ça n'a pas donné de résultat. Alors, ce qui est important avec la mélatonine, c'est que par rapport aux benzodiazépines ou les somnifères, vous n'avez ni problème d'accoutumance, ni problème de sevrage, ni problème de dépendance, etc. C'est une substance naturelle qui va vous permettre de régler ce problème de la cinétique de la mélatonine et de vous donner, en tout cas, de vous remettre dans le droit chemin par rapport au sommeil. Et je vous remercie.